Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raffaello, Pierre Michon ne connaît pas le prénom des Tortues Ninja. Mais par contre, il connaît les peintres, les grands. Même et surtout s'il ne les a jamais rencontrés, puisqu'il est intime de Goya, Watteau, Della Francesca et Van Gogh. Dans Maîtres et serviteurs, après Vie de Joseph Roulin, il continue de se demander ce qui fait qu'un peintre est grand au-delà du hasard de son talent personnel. Démiurge et galérien, il les décrit toujours par le biais des yeux des petites gens, qu'ils ont peut-être croisés. Un modèle, un curé, un élève, un facteur. Avec le secours d'une machine à remonter le temps, dont lui seul a le secret. Dans un premier temps, c'est très simple. Il faut lire pas mal de documentation. Il faut savoir comment à l'époque, non seulement on peignait, mais comment on s'habillait, comment on voyageait, comment... Il faut lire pas mal de... Moi, ce que j'aime bien, c'est lire des textes de mémorialistes, enfin des textes de gens simples comme ça qui ont vu leur époque avec le vocabulaire de leur époque, en décrivant le matériel technique de leur époque, les habitus des hommes, etc. Bon, ça c'est le premier temps. Je m'imbibe de ça. Donc. Je m'imbibe aussi des toiles du peintre dont il va falloir que je parle. Bon, ça c'est fait depuis longtemps, mais quand même je le refais. Et puis il y a un temps de sympathie au sens fort, enfin d'entrer dans le tableau. C'est une sorte d'entrer dans une œuvre, comme si le verbe qu'ont parlé ces gens était prisonnier un petit peu de leur image, était figé là-dedans, et qu'il fallait aller le rechercher là-dedans de très loin, et peut-être en se trompant tout à fait. Peut-être que tout ce que j'ai fait est complètement faux, enfin, c'est-à-dire c'est à la fois un essai qui tient de l'histoire, qui tient de la véracité, mais qui tient aussi d'un putsch personnel, c'est-à-dire j'ai pris une option, là j'ai fait un choix qui m'a été imposé par mes premières phrases peut-être, ou quelque chose comme ça, et que je suis obligé de suivre bien sûr ensuite. Un peintre, c'est quelqu'un qui a, pour prendre des mots à la mode, peut-être qui a tué le père, qui a bien intégré le père, bien intégré sa leçon, bien intégré la leçon de son maître, et qui, à son tour, devient le maître de cette technique plus fortement peut-être que ne l'était son maître. Et évidemment, son maître comme lui-même sont tous les deux dans la main de quelque chose qui est peut-être comme Dieu ou comme l'esprit de l'art lui-même et qui est plus fort que d'eux. Donc tout peintre, tout artiste sans doute est à la fois maître et serviteur de... Je dirais pas que je prends des minuscules d'une part et des génies d'autre part. Je veux dire que tous sont ramenés à l'aune du minuscule qui est le nôtre, qui est celui que nous vivons tous, et dont parfois quelque chose se décolle, mais ça n'est pas d'un état moyen de l'humanité qu'on fait du bel art, c'est certainement du plus bas qui tout à coup s'élève vers comme si le plus haut dans l'homme devait racheter ce qui est très bas et non pas ce qui est moyen, ce qui est... Il me fallait un peintre qui ait un problème avec la chair en même temps. Le problème de Watteau, c'est la dialectique entre les arts et la chair. Donc il me fallait un peintre du XVIIIe, qui est le siècle de la chair, du Marquis de Sade. Et je me suis dit, d'abord j'ai pensé à Rubens. Mais Rubens a la chair trop heureuse, trop joyeuse, trop parfaite. Il me fallait quelqu'un de plus resserré, comme ça, de plus refoulé peut-être, comme l'était Watteau, pour qu'il y ait un problème, une dialectique véritable entre la chair et les arts. Et pour Laurentino, je dirais bien que c'est tout simplement pour avoir un peintre italien, puisque à mon avis, enfin la nation quand même de la peinture, pas seulement à mon avis, c'est l'Italie. C'est l'Italie qui a inventé la peinture. On pourrait dire que c'est la Flandre aussi, mais j'avais un flamand avec le Van Gogh, un flamand tardif, mais un flamand quand même. C'est un de mes premiers émois. Il y a ce côté envieux donc, du littérateur pour le peintre, qui est quand même un artisan, qui est quand même un homme comme tout le monde. Et puis il y a aussi, je crois, quand même une sorte de satisfaction de la part du littérateur de sa supériorité, parce que c'est lui finalement
qui rend compte de la peinture et qui rend compte des peintres, même de son vivant. Sans Baudelaire, par exemple, sans Mallarmé et Baudelaire, est-ce que Manet aurait été un grand peintre? Qu'est-ce qui fait qu'un peintre devient un grand peintre et ne reste pas dans un grenier, si ce n'est les littérateurs de son temps? C'est-à-dire qu'un peintre n'est jamais... Bon, peut-être qu'au départ, le littérateur est envieux, lui est envieux de sa facilité, de l'aspect flagrant de ses produits, de son art, mais le peintre a besoin de lui pour peut-être passer à la postérité.